Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup de m'accueillir ici aujourd'hui. Le Kreisbreizh, ce territoire du centre-Bretagne, eh bien, écoutez, on a toujours à cœur de partager ce qu'on fait. Pas seulement pour vous dire et vous expliquer ce que les élus locaux tentent d'organiser sur le territoire, mais aussi pour échanger avec vous et puis recueillir votre avis sur les expériences ce que nous menons, parce que c'est toujours important de les confronter aux personnes impliquées sur ces thématiques que vous êtes. J'ai une présentation, mais qui est dans mon ordi, dans mon sac, qui est au fond, là. Je suis la personne qui a mis 1h05 à faire 10 km à l'entrée de Rennes, donc je vous prie de m'excuser sur cette arrivée un petit peu abrupte. Alors, la communauté de communes du Kreisbreizh, c'est ce territoire qui est à l'intersection de la péninsule bretonne sur une ligne nord-sud, est-ouest. 700 km², 18 000 habitants. 26 habitants au kilomètre carré, ce qui fixe notre territoire comme étant le territoire le plus rural de Bretagne. Donc quand on a dit ça, on a fait une certaine forme de promotion du territoire et on a dit ce que nous sommes. C'est avéré extrêmement factuellement. Le rapport du sénateur Bertrand nous fixe dans le seul territoire hyper rural de Bretagne. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire, comme je vous l'ai dit, une densité extrêmement faible. Ça veut surtout dire aucune influence urbaine ni métropolitaine sur notre territoire. Et ça veut dire une économie largement dominée par les activités agricoles et agroalimentaires. En l'espèce, dans le Kreisbreizh, c'est plus de 20% de l'économie qui est assise sur les emplois directs agricoles et agroalimentaires. C'est une terre d'élevage. Nous avons un spot bocager dans le Kreisbreizh. Non pas qu'on a forcément fait mieux que les autres, mais la géologie du territoire a fait que nous avons été épargnés d'un certain nombre de choses. Et du coup, nous avons du parcellaire bocager. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire une économie agricole principalement tournée vers l'élevage. Donc aujourd'hui, on est à l'intersection de ces professions. Et je vais vous dire un peu de façon un peu foisonnante tout ce que nous faisons pour que vous compreniez enfin comment toutes ces choses s'imbriquent et au final font que on travaille sur la promotion des filières d'élevage dans le Kreisbreizh. Alors, nous travaillons d'abord, je tiens à le dire, avec l'ensemble des... Je vais passer ça. Voilà. Nous travaillons avec l'ensemble des organisations agricoles. Nous conventionnons avec la Chambre d'agriculture, bien sûr, sur un certain nombre de choses, mais avec Agriculture paysanne, avec Solidarité paysan, etc. Donc nous n'avons aucune exclusive. Aujourd'hui, l'enjeu qui est partagé par toutes et par tous, c'est la transmission et l'installation. Quid des filières alimentaires demain et quid en particulier des filières d'élevage et des possibilités de renouvellement des générations des professionnels dans l'élevage, en particulier dans le Kreisbreizh. Alors le Kreisbreizh en Bretagne, il a un rôle très particulier. Il a un rôle d'équilibre sur la péninsule bretonne. Je dis ça parce qu'aujourd'hui, on entend beaucoup parler du ZAN, on entend parler beaucoup les élus ruraux qui sont représentés par des associations dont la parole, de mon point de vue, ne représente que celle des membres adhérents à ces associations. Et je dois vous dire ici qu'il y a des territoires ruraux et agricoles, et en particulier d'élevage, qui sont pour les trajectoires ZAN. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'on ne peut pas en même temps défendre des territoires ruraux basés sur la promotion de l'agriculture et des terres d'élevage, et en même temps dire « nous, ce qu'on veut, c'est beaucoup de pourcentage de droits artificialisés demain ». Je dis ça du coup parce que chacun son rôle. Le rôle du Kreisbreizh, c'est un rôle qui participe à la souveraineté alimentaire à l'échelle de la région Bretagne. Son autre rôle, c'est de la production d'énergie renouvelable. Et son troisième rôle principal dans la péninsule bretonne, c'est d'assurer une qualité de l'eau. On dit souvent qu'on est le réservoir d'eau, c'est absolument faux. Nous ne sommes pas un réservoir d'eau. Par contre, nous avons l'étendue du chevelu d'eau qui alimente les réservoirs d'eau pour l'ensemble de la Bretagne. Donc quand on a dit ça, on ne peut pas demander non plus des droits à artificialiser les sols en permanence et s'imaginer que comme Rennes ou comme d'autres, on a les mêmes fonctions. Donc, je tiens à dire ça parce qu'il y a quand même des propos d'élus ruraux qui sont
surmédiatisés, qui sont des fois un brin populistes. Et en tout cas, moi, j'assume que quand le lundi, je reçois les organisations agricoles et qu'ils m'expliquent qu'il y a un sujet sur le foncier, il y a un sujet sur l'organisation de notre territoire pour maintenir les zones agricoles, je ne peux pas le mardi aller défendre une artificialisation galopante des terres. Donc voilà, cela étant dit, c'est important, mais je crois qu'il y a un moment sur des espaces comme celui-ci, c'est important aussi de dire là, qu'on essaye, certains élus essayent d'être cohérents, en tout cas pour les filières économiques que nous portons. Ensuite, la ligne politique de la communauté de communes, c'est aller vers et réduire la fracture sociale. Ça, c'est ce qui guide toutes nos politiques. Quand on fait de la médiation numérique, on ne fait pas de la médiation numérique pour faire du numérique, on fait de la médiation numérique pour accompagner nos citoyens dans le non-recours au droit. Quand on rénove des bâtiments, certes, on veut aussi sauver la planète, mais ce n'est pas seulement ça, on veut aussi sortir nos habitantes et nos habitants de la précarité énergétique. Donc, sur la filière agricole et d'élevage, c'est la même chose. Et donc, nous avons une grande chance, par contre, parce que sur le territoire du Creusbreizh, nous avons un abattoir. Il y a 15 ans, ce n'était pas du tout une grande chance. Si on parlait à mes collègues précédents, ils auraient dit « l'abattoir, qu'est-ce qu'on va en faire? Personne ne veut le prendre, etc. » C'était l'heure où toutes les communautés et tous les territoires publics se regroupaient en XXL, et c'était aussi l'heure où beaucoup d'abattoirs, outils industriels, se regroupaient en XXL. Et puis, je crois que c'est aussi une marque de fabrique des élus et des personnes qui sont sur ce territoire. C'est dit non, cet abattoir, cet outil industriel nécessaire à la construction d'une chaîne économique et d'une filière agricole d'élevage, on ne peut pas la laisser partir. C'est impossible. Un abattoir en cœur de ville, à Rostronin, ce qui n'est pas rien non plus. Et donc, la communauté de communes, propriétaire de cet abattoir, s'est dit, moi, je vais lancer une délégation de service public. Je considère que cet abattoir, il est un service public à la population. Comme notre piscine. Donc, ça met les choses en perspective sur ce que ça dit sur la volonté publique d'accompagner les éleveurs et les consommateurs derrière. Donc, quand on a fait ça, on a fait une délégation de service public. Puis on a encore un petit peu de chance parce que les éleveurs du territoire qui se sont dit cet outil-là, il faut qu'on s'en saisisse, parce qu'on voit bien, la communauté de communes, c'est 640 exploitations dominées par l'élevage. Il y en a entre 85 et 90 qui font de la vente directe, donc qui se sont équipés, dotés d'ateliers de découpe personnels, etc. Il n'y a pas une boucherie. Quand je vous ai dit ça, dans le Creusbreizh, il n'y a pas une boucherie. Donc ça veut dire des choses, c'est-à-dire qu'il y a des effets d'éviction, c'est-à-dire qu'il y a de la vente directe, des ventes à la ferme, il y a des regroupements de producteurs, mais aujourd'hui, le territoire n'est pas irrigué par une distribution directe des produits qui sortent, par exemple, de chez les éleveurs. Donc l'abattoir intercommunal, aujourd'hui, il est géré par une SIC d'éleveurs. 100% des actionnaires, enfin pas des actionnaires, des sociétaires qui sont dans cette SIC sont les éleveurs du territoire. Donc en fait, les apporteurs à l'abattoir, les usagers de l'abattoir sont celles et ceux qui gèrent le fonctionnement de l'abattoir. Je remets les choses dans leur contexte. On est à 500 tonnes. Donc on est sur un abattoir dit de proximité qui rayonne sur un apport volontaire des éleveurs autour de 50-60 km. Donc ça marche plutôt bien. Ça marche plutôt bien parce que les gens sont extrêmement impliqués. Et puis il y a eu le plan de relance. Le plan de relance abattoir, il y a très peu de temps, qui faisait la promotion et de l'amélioration après les scandales et en tout cas les choses qui ont été mises à vue du plus grand nombre, surtout sur, on le redit aussi, sur des structures un peu XXL, sorte de blocos dans lesquels les gens n'entraient pas spécialement facilement. Et donc nous avons répondu à ce plan abattoir, en particulier sur l'axe bien-être animal et je tiens aussi toujours à le préciser, sur le bien-être des salariés qui travaillent dans cet abattoir. Aujourd'hui, c'est 10 personnes. 10 personnes, il y a des nettoyeurs, des bouchers, et puis des agents qui font tourner l'exploitation. 1 million d'euros. 1 million d'euros, c'est la moitié du budget d'investissement sur un mandat pour la communauté de communes. Voté à l'unanimité,
quand on fait le choix de mettre 1 million d'euros dans son équipement service à la population qui est un abattoir, on dit des choses à la profession et on dit des choses à celles et ceux qui demain veulent s'installer. Je le rappelle, notre fil rouge, nous, en agriculture, l'installation et la transmission. Voilà, du coup, un exemple très concret sur l'écueil qu'on évite, à savoir que des gens qui veulent reprendre des exploitations, ils n'ont pas à se dire comment je vais faire, l'abattoir il est où, est-ce qu'il est à 150 km, etc. Donc, ça participe du bien-être animal dans la mesure où on a une zone d'achalandise de 40 minutes maximum. Donc ça dit des choses quand les éleveurs ils apportent leurs bêtes. Ça dit des choses aussi sur, je vous passe l'exhaustivité du million d'investissements qui fait état de pièges à contention bovins, ovins, adaptés, etc. Mais c'est aussi extrêmement concret et sans ces aides de la DRAF, on n'y arrivait pas parce que ce sont des investissements qui sont extrêmement chers. Du coup, on a travaillé là-dessus. On sort de là et on se dit, il nous manque un maillon. Le maillon, c'est, on a le bocage, on a les éleveurs, on a les animaux, on a l'abattage, mais en bout d'abattage, on n'a plus rien. Du coup, on a créé un atelier de découpe. Là aussi, c'est la SIC qui nous a dit ce qu'elle voulait en atelier de découpe, parce que je pense qu'ils sont mieux armés que nous pour savoir quelle est la commande. Du coup, depuis 6 mois, nous avons, en sortie d'abattoir, un atelier de découpe agréé bio, et puis agréé, bien sûr, vente directe avec l'agrément européen. Donc, on continue nos petites actions à notre rythme, parce que je redis ici, on ne fait pas partie des grandes agglos et des grandes métropoles qui lèvent beaucoup de fonds publics pour investir, mais n'empêche qu'on continue. Et puis, donc là, ça part, tout le monde est extrêmement satisfait. Et donc, je reprends ce que vous aviez dit tout à l'heure, c'est-à-dire une cohérence des politiques publiques, une promotion d'une alimentation de qualité et puis le bien-être animal. Donc là, je crois qu'on a fait un peu toute la chaîne. Et on se rend compte que finalement, ce qui est un peu dommage, c'est que, par exemple, nos enfants du territoire, ils ne mangent pas forcément filière courte. Ils ne mangent pas forcément produits locaux. Alors pourquoi ils ne mangent pas produits locaux ? Parce que, je vous disais, on est 18 000 sur 23 communes, donc sur 27 écoles. Ça veut dire que nous avons des effectifs journaliers d'enfants, par exemple, qui mangent à la cantine, qui varient de 12 à 100. Donc, toute l'organisation de la restauration collective dans le Creuse-Braise, elle est assise sur de l'individuel, de la volonté, soit du cuisinier, soit de la collectivité à se saisir de produits locaux. Ce qui nécessite il faut énormément de temps pour le faire. Nos producteurs, ils peuvent pas aller livrer les 26 écoles dont je vous parle, et je vous parle pas des EHPAD, etc., toute la restauration collective. Et en même temps, on a tous nos cuisiniers qui n'ont pas le temps d'aller plus loin. Donc là, on en est là aujourd'hui, à savoir que je pense que désormais, la puissance publique, on a fait nos preuves en plus sur l'accompagnement d'équipements publics qui servent à favoriser l'élevage. Mais aujourd'hui, il faut qu'on travaille sur la distribution et la mise en relation entre les producteurs-vendeurs et les consommateurs. Ce qui permettra, encore une fois, je fais lien avec la cohérence des politiques publiques, d'accompagner nos collègues élus, quels qu'ils soient, communes, intercommunalités, on s'en fiche, tout ça, c'est les mêmes gens et c'est le même territoire, sur les données EGalim et les ambitions et les données qui sortent de la loi EGalim à respecter, qui aujourd'hui ne sont pas forcément simples à atteindre. Alors, notre idée, pour que vous compreniez toujours très vite ce qu'on souhaite faire, on se dit qu'on va se lancer dans un Rungis du Creuse-Braise. Alors, un Rungis du Creuse-Braise, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que demain, la collectivité, on se voit bien porter un équipement, un hub, alors on peut l'appeler une plateforme, un hub, un Rungis, ou en tout cas un espace public, comme notre abattoir, utile à la population, pas tourné vers les citoyens. On n'est pas sur un marché couvert où les gens viennent faire leur marché, absolument pas. Mais la collectivité, demain, elle va devoir se fixer comme étant la facilitatrice et la mise en réseau des producteurs et des vendeurs. Bien sûr, avec, encore une fois, le lien avec notre abattoir et notre atelier de découpe. Mais c'est comment demain, la collectivité elle est en capacité de réceptionner le champ des possibles
de la production agricole du territoire, quelle qu'elle soit. Comment, de notre côté, elle réceptionne le champ des demandes de la totalité de la Restauco du territoire. Et donc, on mettrait ça en adéquation. Donc, c'est ce travail récent que nous engageons avec le LIT et pour lequel nous avons échangé pour savoir si notre idée était la bonne. Et donc, là-dessus, on souhaite être accompagné à divers égards pour faire un diagnostic. Je repense à la présentation qui vient juste d'être faite. C'est-à-dire qu'à un moment, il faudra on va aussi mesurer, savoir si les citoyens, si les professionnels de la Restauco et si les producteurs sont un peu souples. C'est-à-dire que si on est face à nous, c'est très pratico-pratique ce que je vous dis, mais si le cuisinier de la Resto collective de notre territoire, il dit « Ah, mais moi, c'est haricots verts, c'est pas légumes verts, c'est haricots verts ce jour-là ». Forcément, le territoire, il aura peut-être du mal à y répondre. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut qu'on sache, c'est pareil, viande blanche, viande rouge, c'est-à-dire qu'il va falloir que chacun fasse un pas sur l'acceptabilité du gain sociétal, à savoir être en filière courte, avoir une vision extrêmement claire du produit qui arrive, parce que là, pour le coup, on est des champs aux assiettes, tout ça au pluriel, mais ça rend extrêmement concret sur un territoire qui fait 40 km nord-sud, est-ouest. Donc voilà un petit peu dressé en tout. Je voulais vous dire qu'on ouvre nos fermes, on fait pour que justement, ça a été dit tout à l'heure, on fait aussi des programmes d'éducation artistique et culturelle au sein de nos fermes avec des résidences d'artistes sur des grands programmes contemporains. On accompagne un certain nombre d'activités comme par exemple Bresse-Bocage, où on plante 10 km de haies chaque année avec les agriculteurs volontaires pour la démarche. Et nous avons l'atlas de la biodiversité les plus ambitieux par habitant dans le Creuse-Braise. Et je vous invite toutes et tous à venir voir ce qu'on fait, pas seulement pour faire du vélo le long du canal de Nantes à Brest, mais aussi pour visiter tout notre dynamisme économique. Je vous remercie. Merci beaucoup pour ce témoignage sur un territoire rural qui manifestement se bouge et progresse. On a le temps pour une ou deux questions. Ce que vous nous dites sur le territoire breton me fait furieusement penser à d'autres territoires, notamment dans le Grand Massif central, où il y a exactement les mêmes problématiques. Forcément, d'ailleurs. Peut-être qu'ils sont moins en avance, je ne sais pas. Oui, Christine. La deuxième question arrive juste là après. Bonjour, Christine Roguet de l'IFIP. Ma question, c'est quel est le modèle économique derrière, en fait? Comment ça fonctionne? Parce que c'est vrai que c'est très vertueux, ça fait rêver. Et en fait, comment vont faire les cantines, les EHPAD ou des choses comme ça pour avoir des menus à un prix correct? J'arrive pas trop à voir. C'est justement l'enjeu de l'étude de faisabilité que nous lançons aujourd'hui. Déjà, est-ce qu'il y a une volonté? Est-ce qu'il y a une possibilité? Et puis demain, comment on fait le modèle économique? À partir du moment où on dit que c'est un service à la population, vous imaginez bien que ce service de Rungis du Creuse-Braise, il sera supporté par la collectivité. C'est-à-dire que demain, il nous faut certainement il nous faut un bâtiment, des entrées frigo, une entrée, une sortie. Il nous faut 2 agents pour gérer ça et puis du transport. Donc, si la collectivité est en capacité, puis on ira chercher des fonds leaders, enfin voilà, après ça, on sait faire, mais ça, cette partie-là, effectivement, de logistique, doit être prise par la collectivité pour pas que les producteurs soient sur la nécessité de majorer leurs coûts de vente autrement que ceux qui sont directement à la ferme, et puis sur les écoles qui, effectivement, ont... Puis en plus, on a quand même pas mal de programmes de cantine à 1 euro. Donc là aussi, tout le monde doit être dans un schéma volontariste. J'allais dire, sauf les producteurs, qui, eux, doivent pas être sur une vente à perte, doivent bien être sur un prix de vente de rentabilité et puis de bien vivre pour eux. Mais tout le reste sont des choix politiques. Quand on met 350 000 euros de fonds publics pour faire du transport à la demande porte à porte dans tout le Creuse-Braise et qu'au lieu d'aller chercher une grande boîte qui nous fait ça, on travaille avec 9 sociétés de taxi, c'est effectivement 350 000 euros de dépenses publiques, mais qui sont réinjectées dans l'économie locale. Si demain, on est à entre 100 150 000 euros de coûts de fonctionnement d'un service de mise en relation entre producteurs et consommateurs, 100% c'est de l'argent qui n'est pas délocalisé, qui retombe directement sur les territoires. Puis je pense que ça répond à ce que vous disiez sur la promotion d'une alimentation de qualité. Ça rapproche les citoyens de leur territoire, de leur producteur qui est à côté de chez eux. Voilà.
Dernière question. Oui, merci pour nous avoir fait partager cette expérience. Il n'y a pas qu'en région Auvergne que ça se passe aussi, enfin que ça pourrait être appliqué, parce qu'en région parisienne, bon, ça peut être aussi les mêmes cas. Mais ma question plus générale était, à partir de cette expérience, puisque ce matin, Hervé a commencé à parler des politiques publiques, est-ce qu'aujourd'hui vous identifiez des pistes ou des nécessités pour que des politiques publiques plus macro facilitent des approches plus micro, en fait? Je vous le disais, il y a quand même un préalable structurel. Autant des fois, nous avons beaucoup d'inconvénients structurels, mais là, on avait un avantage structurel, l'abattoir. Sans cet outil industriel de transformation, il n'y a pas de... On sortait forcément de l'organisation d'un écosystème local, parce qu'il aurait fallu sortir ou aller très loin pour aller abattre, et puis surtout dépendre d'industriels professionnels dont l'objet n'est pas tout à fait, dont les convictions et les attendus sont pas tout à fait la même chose qu'une SIC d'éleveurs qui gère un abattoir qui est un service pour eux. Donc malheureusement, là, ce que je vous disais, c'est la tendance qui a été prise sur tout regrouper au nom, soi-disant, d'économie d'échelle, etc. Je pense que ça revient un peu comme un boomerang. Je suis pas sûre que ce soit désormais un modèle qu'il faille prôner. Encore une fois, je suis élue locale, hein. Je suis pas professionnelle des outils industriels d'abattage, etc. Mais sans ça, ça veut dire quoi? Qu'on est pieds et mains liés à un grand groupe d'abattage à 150 km de là. Donc là, je pense que la notion de bien-être animal, déjà, on lui met un petit coup de canif. Ensuite, l'écosystème où c'est 100% local, ça marche pas non plus. Donc encore une fois, c'est vraiment cet abattoir-là, et aujourd'hui doté d'un atelier de découpe, donc de distribution directe, bio en plus, qui est le pivot de notre organisation, ce qui permet d'aller chercher l'amont et l'aval de la filière. Sans ça, on va un petit peu ailleurs. Par contre, il ne faut pas se méprendre, je ne suis pas une pro-localiste, hein, c'est pas du tout ça. Il ne faudrait pas se méprendre, on aime bien sortir de chez nous, on aime accueillir beaucoup de gens chez nous, je ne fais pas du tout la promotion du repli sur soi, je fais juste en sorte que le maximum d'euros d'argent public investi par le local profite aux citoyennes et aux citoyens du local. Hein, je veux pas...